l'animation et la gouvernance de la filière bio-régionale. Donc, vous voyez, il se veut assez complet pour venir renforcer les axes sur lesquels on était peut-être moins bon aujourd'hui, notamment l'accompagnement à la production, mais aussi l'ancrage de la bio sur tous les territoires, pour pouvoir permettre demain de justement maintenir notre potentiel de production. Donc les axes qui vous intéressent plus particulièrement en tant que territoire, ce sont ces deux axes-là, faire de la bio un atout pour les territoires et favoriser l'accès à la bio pour tous. Donc, je vais vous présenter les dispositifs qui sont mis en œuvre dans ce cadre-là et qui peuvent vous intéresser pour favoriser la transition agroécologique sur votre territoire et le développement de la bio. Donc, dans cet axe, faire de la bio un axe de développement pour les territoires, vous avez peut-être déjà entendu parler, la région lance les contrats agriculture durable. Donc, c'est un dispositif qui va se mettre en œuvre à partir du mois de février. Il fait suite à près de 4 années de réflexion sur comment accompagner au mieux la transition et massifier la transition en région, avec le constat que le besoin principal pour un agriculteur qui veut changer ses pratiques, c'est de l'accompagnement, puisque le changement fait peur déjà et qu'en plus on prend des risques sur son outil de production. Donc il y a vraiment besoin d'être accompagné et d'être soutenu dans cette prise de risque-là. Donc l'objectif de ce dispositif-là, c'est bien du temps d'accompagnement de structures qui ont été labellisées par la région. Donc on vient de labelliser les premières structures à la CP de décembre, puisqu'on se rend compte aussi que pour pouvoir accompagner une production, il faut pouvoir à la fois prendre l'exploitation dans sa globalité, mais aussi être à l'écoute des préoccupations de l'agriculteur et remettre l'agriculteur au centre de son projet d'exploitation. Donc ça demande quand même une approche particulière dans l'accompagnement de l'exploitation. Donc c'est l'objectif de ce dispositif-là, de pouvoir être à l'écoute des agriculteurs pour les accompagner et de leur permettre un temps de réflexion sur leur exploitation pour envisager une transition. Donc ce dispositif d'accompagnement, c'est 4 jours sur 5 années. 2 jours et demi pour réaliser un état des lieux de l'exploitation qui se base sur 4 axes de durabilité, alors qui correspondent, en fait, on avait élaboré le CAP pour une agriculture, une alimentation durable qui correspond aux 3 piliers du développement durable, que sont le volet, social, économique et environnemental. Donc l'idée, c'est bien pouvoir de prendre en compte ces 3 axes-là sur l'exploitation. Mais quand on les transfère tels quels sur une exploitation, ça ne parle pas forcément aux préoccupations de l'agriculteur. Donc, ils ont été traduits en 4 axes de durabilité, que sont la viabilité de l'exploitation, le respect des ressources naturelles, la qualité de vie de l'exploitant et l'autonomie et la résilience. Donc, on permet déjà à l'exploitant de réfléchir sur ces 4 entrées-là et de se positionner par rapport aux autres exploitations de la région, tout en envisageant une trajectoire à 5 ans. Donc ça, c'est le premier temps de l'état des lieux. Donc l'identification d'une trajectoire de transition au regard du projet du bénéficiaire, donc de l'exploitant avec un plan d'action, et on accompagnera l'exploitant pour faire un bilan intermédiaire et pour faire un bilan final. Bon, je vous l'ai dit, l'accompagnement est réalisé par les structures qui sont préalablement sélectionnées. Donc on avait bien précisé que ce n'était pas une aide à l'investissement, mais bien du temps d'accompagnement. Un autre dispositif, donc là, vous pouvez, enfin voilà, si ce dispositif vous intéresse là, vous pouvez communiquer sur votre territoire auprès des structures qui réalisent de l'accompagnement agricole pour qu'ils se rapprochent de la région et on les renseignera sur les modalités à mettre en œuvre pour pouvoir accompagner les agriculteurs ou les structures qui sont déjà sélectionnées sur le territoire. Il y a eu 35 structures sélectionnées à la CP de décembre et qui sont réparties sur l'ensemble du territoire régional. Donc, il doit y avoir une structure qui intervient sur votre territoire pour réaliser cet accompagnement-là. Le deuxième dispositif s'adresse plus à vous, territoire, puisque sont éligibles un partenariat public et privé, mais déposé, enfin, avec chef de file un EPCI, donc une collectivité territoriale par exemple. L'objectif de ce dispositif-là, c'est d'accompagner donc des projets économiques de territoire par la transition de l'agriculture vers une agriculture durable et donc d'accompagner l'animation de projets de développement économique sur le territoire. Donc c'est bien le programme d'action l'animation de ce programme d'action et le programme d'action qui sont financés
par le financement des dépenses de personnel ou de prestations pour réaliser les actions qui sont identifiées. Ça peut être les actions qui ont été identifiées dans un projet alimentaire de territoire, les actions, agricoles et qui ne bénéficient pas déjà d'un financement. Donc là aussi, sur ce dispositif-là, il y a un axe, de transition, avec une volonté de répondre, aux enjeux du développement durable. Donc les 4 mêmes axes que pour le contrat agriculture durable, il faut que le programme d'action vise à répondre à 3 des 4 axes, pardon, donc que sont l'autonomie et la résilience, donc une gestion sobre des ressources, la qualité de vie, le fait que les agriculteurs ne travaillent pas seuls, le respect des ressources naturelles et le développement de l'économie du territoire. Donc on a remis les critères qui correspondent, à chacun de ces axes et donc vous voyez que, par exemple, le développement de l'agriculture biologique répond à l'axe, respect des ressources naturelles. Donc par exemple, la, mmh la reconquête de friches, pour installer des agriculteurs en bio, et en mutualisation pour développer le développement d'une boutique paysanne, par exemple, sur votre territoire, vient répondre au cahier des charges de ce dispositif-là, donc au respect de 3 axes sur 4, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement sur votre programme d'action. Vous dire que, sur la programmation qui vient, puisque s'ouvre une nouvelle programmation des aides, FEADER, donc 2023-2027, là aussi, c'est un dispositif, c'est un dossier qui pourra être accompagné sur ce dispositif, sur la période et les dossiers peuvent avoir une durée de 2 ans, avec un taux de financement de 70. Donc je vous ai remis dans la présentation les contacts, des collègues qui s'occupent de ce dispositif-là. Donc c'est Stéphanie Balsan et Laure Emmanuel Lecoq à la région qui s'en occupent. Donc voilà, je vous invite à vous rapprocher d'elles si jamais vous avez en tête, des projets qui peuvent correspondre, à ces enjeux-là. Peut-être un petit peu vite, le but était voilà de pouvoir que vous puissiez avoir une présentation exhaustive des différents dispositifs qui peuvent, exister, en vous présentant l'essentiel. On a bien conscience que pour pouvoir, après se mobiliser sur un dispositif, il faut avoir, plus d'informations. Donc, vous retrouverez les coordonnées dans la présentation pour pouvoir, obtenir les informations dont vous pourriez avoir besoin et puis je reste à votre disposition après pour les questions. Donc, autre dispositif qui là est mis en œuvre par, donc l'association interprofessionnelle, bio de la région Interbio Occitanie. C'est le label Territoire bio engagé, qui est la première démarche de labellisation bio des collectivités territoriales, mise en place en France. Donc l'objectif, c'est bien de valoriser les acteurs des territoires qui contribuent au développement de la bio, et donc de mettre en avant les collectivités qui auraient atteint les objectifs. Donc quand il a mis en place, c'était les objectifs Grenelle. Vu la progression de la bio en région, ça a évolué depuis. Donc aujourd'hui, les critères d'éligibilité, c'est 15 de surface agricole, du territoire en bio, donc sachant que la moyenne régionale est à 20. Donc vous devriez quand même assez facilement pouvoir atteindre ce chiffre-là. En tout cas, ça se regarde, et ou 22 d'approvisionnement en bio dans les restaurants collectifs et donc là aussi, vu les objectifs qui sont fixés au niveau national, ce seuil, il est prévu que ce seuil évolue dans les prochaines années, donc 25 en 2025. Sachant que si l'ensemble des restaurants collectifs de la collectivité, n'ont pas atteint 22, il est possible de labelliser un seul ou les établissements qui ont atteint l'objectif de 22 avec une déclinaison, établissement bio engagé. Donc les demandes de labellisation sont, validées par un jury qui est composé d'Interbio, un représentant de l'association des producteurs bio, un représentant de la chambre régionale d'agriculture, un représentant des maires, un représentant de la restauration collective, un représentant de l'État et un représentant de la région. Et donc si le dossier est validé, il y a une remise officielle du label, qui est organisée, sur le territoire avec invitation de la presse, la remise d'un diplôme, et de panneaux signalétiques pour pouvoir, identifier son territoire sur le terrain et un kit de communication. Donc ce sera après l'objet du témoignage, suivant. Depuis l'année dernière ont été mis en place des niveaux de labellisation. Donc le niveau de base pour la surface agricole, c'est entre 15 et 20 de la SAU. Le niveau 1 est entre 20 et 35 le niveau 2 entre 35 et 50 et le niveau 3 à plus de 50 de la surface, pardon, en bio.
Et pour la restauration collective, donc le niveau de base, c'est entre 22 et 25% de produits bio. Le niveau 1, entre 25 et 35. Le niveau 2, entre 35 et 60% de produits bio servis dans les repas. Et le niveau 3, plus de 60% de produits bio dans les repas. Vous retrouverez ces informations sur le site internet Territoire Bio Engagé et les coordonnées de la personne qui s'en occupe à Interbio Occitanie. Pour vous dire aussi que la région met en place d'autres outils pour valoriser l'offre disponible en bio auprès de la RHD. C'est notamment le soutien à l'organisation d'un showroom et d'un colloque RHD, là aussi par Interbio, dont je vous ai mis les coordonnées, et la mise en œuvre d'une plateforme dématérialisée avec à venir la création d'un groupement d'intérêt public pour identifier là aussi les produits bio et les produits de qualité disponibles en région. Donc, c'est la plateforme Occitalim dont vous retrouverez l'adresse sur la présentation. Voilà, merci. Merci Manon. Peut-être juste, avant d'ouvrir aux questions, tu as parlé RHD. Peut-être que c'est pas transparent pour tout le monde. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Concernant te c'est restauration hors domicile. Donc, c'est tout ce qui OK. comporte la restauration collective, ce qu'on appelle la restauration collective, des fois peut-être plus communément. Donc, toute la restauration scolaire, mais pas que. Ça peut être la restauration, enfin tout ce qui est restauration publique, mais aussi restauration privée. D'accord, merci. De toute façon, le diaporama vous sera envoyé pour que vous puissiez avoir tous les éléments exposés là par Manon et puis les contacts, bien sûr. Donc, Bénédicte, je te laisse, voir s'il y a eu des questions dans le chat pour Manon. Oui, déjà, on peut prendre les questions du chat. Alors, il y a 3 questions qui se recoupent autour des structures qui sont, labellisées, pour, accompagner là les exploitations agricoles dans le cadre des CAD. Pour savoir, un peu plus, voilà, est-ce que la liste de ces structures est accessible sur le site, internet de la région? Et peut-être, voilà, comment les connaître, comment savoir, quelles sont ces Alors, structures? oui, normalement, ça a été mis en ligne, mais on pourra vous la faire parvenir si vous voulez avec la présentation. OK, merci. Est-ce qu'il y a des questions, à poser en direct à Manon sur ce qui vient d'être, présenté? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et du coup à intervenir si c'est le cas. Non, pas de mouvement. Oh, moi, j'ai Si, une petite question. oui, monsieur Trieux. Parce que là, on parle beaucoup d'agriculture biologique et tout ça. Aujourd'hui, on nous demande, au niveau de directives gouvernementales, voire européennes, d'aller au-delà du bio, c'est-à-dire impact positif sur l'environnement et tout ça. Est-ce qu'il y aurait dans les tiroirs de la région un futur label qui permettrait d'allier une production plutôt résiliente pour le territoire et qui permettrait de résoudre quelques problèmes comme la biodiversité, l'eau et tout ça, quoi. Donc, voilà, les nappes phréatiques, parce que l'agroécologie répond à ces problèmes-là. Alors que le bio, souvent, est un peu limité, surtout sur le bio industriel, on n'arrive pas à retrouver ces points positifs au final, quoi. Voilà, c'était juste la question, savoir s'il y a quelque chose qui se préparait au niveau de la région. Oui, alors non, à aujourd'hui, on n'a pas de cahier des charges qui soit plus pertinent que la bio pour être résilient face aux ressources naturelles que vous citez. Euh, alors, ce que vous citez comme le bio industriel correspond, enfin, peut correspondre à des exploitations, à des énormes exploitations qui peuvent être présentes dans le sud de l'Espagne, par exemple, mais en région, à ma connaissance, on n'en a pas. On est vraiment sur des exploitations qui sont globalement plus petites que les exploitations en agriculture conventionnelle. Et qui respectent la réglementation européenne, je le redis, avec un contrôle des règles strictes au niveau de la production, qui sont quand même basées sur le respect, là aussi, des cycles naturels et du bien-être animal et l'interdiction des produits chimiques de synthèse. Donc, à aujourd'hui, on n'a pas de cahier des charges qui soit plus pertinent, plus exigeant que celui-ci, en tout cas. Et donc, quand on affichait dans le plan bio cet objectif d'amener la bio vers encore plus de durabilité, ça ne remet pas en cause l'aspect environnemental de la bio.
c'est plutôt constater, enfin, c'est répondre aussi à ces questions qu'on a aujourd'hui d'arbitrage du consommateur entre bio et local. Et de prise en compte d'autres problématiques, notamment comme les emballages ou comme le transport. Et voilà, et de venir améliorer les réponses que peut faire la filière bio sur des présences d'emballage ou sur de l'optimisation logistique pour justement amener la filière bio vers plus de durabilité et pouvoir mieux répondre aux attentes du consommateur aujourd'hui entre, par exemple, bio et local. Et donc, la position de la région, c'est bien de défendre que l'optimum, c'est de consommer bio et local et d'allier les deux pour effectivement être à la fois sur des circuits courts et ce respect des ressources naturelles. Est-ce Une qu'il est autre possible question dans le chat. Ah pardon, oui, Marjorie Lalanne, oui. Pardon, excusez-moi, Allez-y. bonjour. Moi, je m'interrogeais sur la position de la région, également sur la labellisation EcoCert en cuisine, qui permet d'avoir 3 niveaux de, on va dire, de référentiel. Et ce sont des référencements à l'obtention d'1, 2, 3 carottes. Et donc, je voulais savoir ce que vous pensez justement de soit de la complémentarité entre label territoire bio engagé et la labellisation EcoCert. Voilà, c'est plus à chaque territoire de juger lequel est le plus pertinent voilà, sur son secteur par rapport aux objectifs qu'il a pu atteindre et par rapport à ce qu'il souhaite valoriser. Alors, il y a une question dans le chat également, pour savoir s'il existe un réseau des territoires bio-engagés avec, par exemple, une animation, une capitalisation, des retours d'expérience, ce genre de choses. Est-ce que ça existe? Oui, tout à fait. Il y a une communauté des territoires bio-engagés qui a été mise en place par Interbio Occitanie. C'est vrai que je ne l'ai pas recité là, mais l'obtention de la labellisation, outre le fait de pouvoir valoriser les objectifs que vous avez pu atteindre sur l'introduction de produits bio en restauration collective, vous permet aussi de bénéficier d'un réseau d'accompagnement en région qui est qualifié pour cet accompagnement et un échange entre pairs, donc avec les autres collectivités qui auraient pu mettre en place, enfin voilà, ou être assez avancées dans l'introduction de produits bio pour échanger ensemble sur les difficultés rencontrées, les leviers qui ont été actionnés, avec des participations aussi à d'autres événements pour continuer à avancer dans ce sens-là. Du coup, peut-être qu'on pourra, ajouter, le lien vers sur le site internet de l'Interbio. Il y a la carte, il y a des choses comme ça et des informations sur le réseau. Donc peut-être on pourra l'ajouter aussi, en plus des contacts, à la, à la présentation pour que tout le monde ait cette information-là aussi. Pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut passer au témoignage de la mairie de Léguevin, puisqu'il y a une petite contrainte horaire, donc on est dans les temps et ce serait très bien. Mais vous pouvez toujours continuer de poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. Donc Marjorie Lalanne, je vous laisse la parole et le partage d'écran aussi pour Allez, présenter parfait. votre expérience. Vous allez me dire si, en termes de partage d'écran, est-ce que vous avez, on va dire en grand, la présentation du coup, le Oui, PowerPoint? Allez, c'est super. parfait, ça fonctionne. D'accord. Déjà, merci beaucoup de l'invitation pour ce webinaire et je vous remercie de nous permettre aussi de présenter l'expérience que nous menons sur Léguevin. Donc, moi, je suis adjointe au maire de Léguevin sur les délégations de la transition écologique, développement durable et les mobilités. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter plus précisément le travail que nous avons mené, que nous continuons à mener donc sur les territoires engagés pour la nature, le TEN. Je vous propose de vous présenter le territoire de Léguevin et également les objectifs et actions que nous avons inscrits dans la candidature donc, du TEN, plus précisément sur la biodiversité et l'agriculture sur notre territoire avec 3 actions. Je voulais vous partager les freins et les difficultés que nous avons rencontrés, que nous rencontrons aujourd'hui, mais également terminer sur une note positive avec des intérêts donc, et une conclusion. Et bien évidemment, si vous avez des questions, de ne pas hésiter. Et au vu de ma contrainte horaire, si je ne peux répondre immédiatement aux questions, je le ferai volontiers du coup par email ou par rendez-vous téléphonique.
Concernant la présentation du territoire, donc Léguevin est une commune donc, qui se situe à 20 km à l'ouest de Toulouse. Nous appartenons à la communauté des communes du Grand Ouest toulousain, anciennement la communauté des communes donc, de la Save-aux-Touches. Léguevin a une superficie de 24,4 km². Nous allons atteindre très prochainement donc, les 10 000 habitants. Concernant la surface agricole utile, donc, elle représente 70% de notre territoire et nous avons effectivement une SAU bio à hauteur donc, de plus de 20%. Nous avons la chance également d'avoir la forêt domaniale de Bouconne sur le nord-ouest de la commune qui est classée ENS, espace naturel sensible donc, auprès du département de la Haute-Garonne. Et nous avons donc une commune traversée par 3 cours d'eau, le Paradis, le Courbet et la Moulinasse, et 2 lacs artificiels. En fait, Léguevin est une véritable ville à la campagne, donc on a le souhait de préserver justement notre territoire. Donc, le TEN, juste pour rappel, en fait, on a choisi de candidater au TEN parce que c'est un dispositif en fait, qui encourage donc, les collectivités, donc les élus, à mieux connaître, agir et se mobiliser autour de la biodiversité. Et nous avons travaillé sur 3 actions en fait, pour notre TEN sur les 3 années à venir, donc entre 2020 et 2023. Donc, la première action était la création d'un atlas de la biodiversité communale, pour lequel nous avons également répondu à un autre appel à projet, l'amélioration de la biodiversité et des espaces verts et la végétalisation donc, de notre centre-ville. Et donc là, nous allons plutôt nous concentrer sur l'amélioration de la biodiversité et également donc, favoriser l'agroécologie. Donc, ça va être un petit peu redondant au final avec ce que disait Madame Manon Rigal, donc, parce que nous avons une première action sur l'amélioration de la biodiversité en lien avec l'agriculture. C'était vraiment, première action, c'était d'obtenir ce fameux label territoire bio engagé. Donc, je ne vais pas repréciser quelle était la structure qui propose ce label. Néanmoins, on a, nous, de notre côté, fait le choix de travailler sur les 2 critères. Anciennement, en fait, la municipalité avait simplement travaillé sur un des critères qui était le pourcentage d'approvisionnement bio dans ses services de restauration. Et nous avons souhaité également identifier où nous en étions sur le pourcentage donné de notre surface agricole utile pour avoir un véritable point de départ. Donc, du coup, nous avons donc Léguevin obtenu le label avec 54% de produits bio dans notre restauration scolaire. Et sur le 2e critère, donc sur la surface agricole utile en agriculture bio, avec les 21% en bio. Et donc, comme je le disais, l'objectif de l'obtention de ce label, c'était vraiment d'identifier la situation actuelle de notre territoire concernant la SAU bio, d'identifier également et de rencontrer les exploitants paysans qui sont sur Léguevin. On a de la chance, nous avons des éleveurs et nous avons également 2 exploitations maraîchage en agriculture biologique. Et le 3e objectif, c'est bien évidemment de valoriser ces agriculteurs et éleveurs auprès de notre population. C'est important, on se rend bien compte que certains de nos habitants, encore aujourd'hui, n'ont pas connaissance de ces acteurs-là économiques sur le territoire. Pour compléter l'obtention de ce label et donc de valoriser en fait nos agriculteurs ou nos paysans de notre territoire, on a souhaité mettre en œuvre en fait au niveau de la restauration scolaire des menus super locaux. L'objectif étant bien évidemment, certes de promouvoir, comme je le disais tout à l'heure, les producteurs en agriculture biologique locaux et léguevinois, mais c'est aussi d'avoir un levier de sensibilisation à l'approvisionnement local pour notre restauration scolaire, donc avec bien évidemment moins de transport et avec un intérêt de diminuer aussi notre empreinte carbone, qui est en lien avec le plan climat, air et énergie territorial aussi du territoire, et puis de sensibiliser tout simplement au bio en général, aux effets néfastes des engrais chimiques sur la biodiversité. Et là, je vous ai positionné donc 2 menus sur lesquels nous travaillons. Nous avons déjà travaillé, donc ce sont des menus de saison. Et nous travaillons pour chacune de saisons donc à des menus avec des entrées, plats, desserts à proposer avec des éleveurs ou faiseurs locaux ou super locaux.
Et ensuite, le troisième point d'entrée sur le travail de l'amélioration de la biodiversité en agriculture, c'est que on a un souhait de travailler sur l'implantation d'un espace de maraîchage pour pouvoir tout simplement distribuer et approvisionner donc notre restauration scolaire. Il faut savoir que nous avons donc sur l'Aiguevin une cuisine centrale qui produit 144 000 repas donc, sur 3 établissements scolaires. C'est en liaison chaude. Donc, l'objectif est de valoriser ces circuits courts. Comme je le disais, de la même façon, diminuer l'empreinte carbone de notre service de restauration. Et puis, il y a quand même cette notion et volonté d'accompagner l'installation de nouveaux paysans sur le territoire, surtout en valorisant l'aspect agriculture biologique. Un autre des objectifs, c'est vraiment de mieux nourrir nos enfants, de les éduquer et aussi par la même occasion, de sensibiliser leurs familles en partageant justement, en communiquant donc sur ces fameux menus locaux. Et il y a également une cartographie de la situation géographique de nos fournisseurs qui est partagée donc auprès des parents, mais auprès des légumineux. Et puis le dernier point, c'est aussi, comme le disait aussi Manon Rigal, il y a aussi plus on va travailler du produit brut local, aussi on va participer à la réduction des déchets de notre service restauration. On élimine parfois le cartonnage, on élimine également d'autres types de déchets. Donc voilà, c'est une vision globale que nous avons nous, sur l'Aiguevin. Je voulais partager avec vous en fait les freins et les difficultés parce que forcément, lorsqu'on arrive aux responsabilités, que l'on porte des projets, on ne les identifie pas de suite et donc je voulais vous en faire part. Concernant par exemple, particulièrement sur le label donc territoire bio engagé, on s'est bien rendu compte en fait qu'on a eu quelques freins aussi pour, on va dire, axé vers le changement de typologie d'agriculture. Donc, il y a quand même ce frein qui est certains propriétaires fonciers, nous à l'Aiguevin, sont parfois très loin de notre territoire et il y a aussi la particularité de grandes familles terriennes qui ne souhaitent pas forcément discuter sur ces thématiques-là. On a aussi un nombre d'exploitants nombreux, mais aussi des différentes formes juridiques qu'il faut appréhender en tant qu'élu parce qu'on n'est pas forcément du milieu agricole. Il y a également les formes de mise à disposition des terres qui sont nombreux et qui ont chacun leur particularité. Et puis, nous avions identifié aussi partenaires et intervenants très nombreux et parfois qui, pour certaines compétences ou interventions, se chevauchent un peu. Donc, c'est vrai que ça a été un petit peu délicat. Néanmoins, on voit bien qu'il va y avoir un gros travail de coordination et de mise autour d'une table de l'ensemble de ces partenaires et intervenants. Concernant également la mise en place et les quelques difficultés opérationnelles concernant les menus super locaux, on a aussi, lorsque l'on a échangé auprès des paysans exploitants donc de l'Aiguevin ou aux alentours, on s'est quand même rendu compte que certains d'entre eux n'avaient pas forcément tous l'envie ou le besoin de travailler, on va dire, en hyper local ou avec la restauration scolaire, tout simplement parce qu'ils ont leur propre réseau de distribution en circuit court. Néanmoins, voilà, on a eu la chance de rencontrer une maraîchère et du coup qui a souhaité, elle travaillait avec nous sur l'identification des typologies de légumes qui auront une récolte en quantité suffisante pour répondre aussi aux besoins de notre restauration scolaire. Et puis, il y a eu aussi une difficulté concernant l'élevage. Dès lors que l'on doit servir pour 1000 repas un même morceau de viande identique, eh bien, il ne faut pas oublier que la difficulté, c'est de trouver une quantité suffisante, soit dans un même animal ou réduire le nombre d'animaux à abattre pour pouvoir avoir le même morceau de viande. Et nous, au début, nous nous sommes axés donc vers ces menus super locaux, plutôt les mercredis où nous avons moins de repas à mener. Et nous avons fait le choix, malgré tout, de devoir travailler 3 morceaux de viande, par exemple, pour le veau local, et donc 3 recettes à adapter, donc des contraintes supplémentaires aussi pour nos services de restauration, et potentiellement donc de revoir aussi certaines recettes, à savoir, on ne pourra pas proposer de joues de bœuf en local, sachant qu'il faudra abattre un nombre de bêtes beaucoup trop important. Et ensuite, le temps aussi, un des freins et difficultés, forcément, c'est aussi le temps de recherche pour notre responsable de la cuisine centrale de nouveaux producteurs ou nouveaux fournisseurs en direct. Concernant la création de l'espace de maraîchage, là, on a eu d'autres freins et d'autres difficultés, à savoir déjà la disponibilité du foncier en général sur l'Aiguevin et du fait que la commune, la municipalité,
à très peu de foncier donc, sur l'Aiguevin. Nous avons été aussi amenés à étudier l'opportunité d'une acquisition d'une ferme et de terres. Et suite à l'accompagnement d'une AMO Express, on a eu la chance de ne pas se positionner tout simplement parce qu'il y avait des contraintes trop importantes et nous n'aurions pas pu donc mettre en œuvre cet espace de maraîchage sur ce foncier. Également, ce que je disais, le nombre d'intervenants à l'acquisition du foncier aussi, il faut les appréhender, la SAFER, les syndicats, les propriétaires fonciers. Et puis, les partenaires multiples aussi à coordonner sur ces thématiques-là, à savoir qu'au niveau de la communauté des communes, aujourd'hui, nous n'avons pas encore de PAT, de projet alimentaire territorial, et c'est vrai qu'on s'est interrogé sur l'intérêt de travailler sur un diagnostic et de travailler en parallèle sur un PAT pour également, nous, la création de notre espace maraîchage. Et puis, comme je le disais, il y a des accompagnements possibles, conseil départemental, chambre d'agriculture Haute-Garonne, et qui parfois se chevauchent et on a du mal à se mettre autour d'une table pour pouvoir avancer. Et puis le dernier, une des dernières difficultés, mais qui n'en est pas une, mais c'est surtout en termes de temps, c'est l'évaluation des besoins à long terme de notre service de restauration. Il faut déjà envisager, on va dire, le futur à 5, 10, 15 ans de l'évolution des besoins. Je voulais bien évidemment ne pas rester sur cette note difficulté, mais plutôt en tout cas rebondir sur quels ont été les intérêts pour la municipalité, les élus et puis les agents. C'est vraiment aussi s'approprier les enjeux des paysans en visitant leur exploitation. En fait, nous, élus, parfois, on ne prend pas forcément le temps de les rencontrer et il est intéressant et important de les associer dans notre réflexion aussi dès le départ. Nous avons fait le lien aussi avec la biodiversité et l'agriculture, tout simplement parce que ces sujets sont étroitement liés du fait aussi de la création de notre atlas de la biodiversité communale. Il y a forcément des liens qui se font avec notre territoire et nos milieux donc agricoles. Donc ça c'est vraiment, ça nous a permis en tout cas de générer ce lien et puis de sensibiliser les élus, les habitants et les mangeurs aussi à un modèle de consommation différent du conventionnel et surtout au circuit court. Ça nous a permis aussi d'évaluer les impacts ou l'intérêt de l'écriture d'un PAT et puis de son déploiement dans le cadre justement du plan d'action du PCAET au niveau communautaire. Et puis, dernièrement aussi, s'approprier les notions de la qualité des sols. On a eu la chance avec notre chargé de mission environnement, qui est d'ailleurs connecté aujourd'hui au webinaire, de participer au test de la fresque du sol qui a été mené donc, au niveau du conseil départemental de la Haute-Garonne à Toulouse par la FES et donc aussi s'approprier la notion de la biodiversité des sols. Et du coup, je voulais simplement conclure rapidement en vous disant voilà, que l'agriculture, c'est une activité économique qui n'est pas forcément toujours bien fléchée dans les schémas de développement économique au niveau donc, des communautés, des communes. Néanmoins, ça dessine nos territoires et ça influence forcément notre environnement, tout simplement parce que le choix d'agriculture impacte la disponibilité de la ressource en eau et sa qualité. Et je pense qu'on s'en est bien rendu compte encore l'année passée et on va encore s'en rendre compte d'année en année. La préservation forcément de la biodive sur nos territoires, ça impacte aussi forcément un dynamisme économique direct ou non en fonction du choix du circuit court. Et puis ça impacte aussi, entre autres, la qualité de l'air. Et donc, je voulais tout simplement dire qu'il était indispensable qu'on continue à s'interroger sur nos modèles d'agriculture que nous souhaitons donc développer sur nos territoires. Et puis, il est de notre responsabilité d'accompagner les porteurs de projets, les transitions à venir sur nos territoires. J'en ai fini. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, je sais qu'il est 11h48 et que vous avez une contrainte horaire. Est-ce Oui. qu'il y a des questions rapides, peut-être Bénédicte, des interrogations qui seraient dans le chat rapidement? Alors, je n'ai pas vu de questions dans le chat à ce stade, mais peut-être qu'il y a des questions quand même des participants sur ce retour d'expérience fort intéressant Ou de des la commune. réactions? Alors, j'ai calmé les ardeurs en disant que vous avez une contrainte horaire peut-être. Mais, en tout cas, n'hésitez pas, toujours, même à réagir en direct ou à mettre des questions dans le chat. On les fera passer, le cas échéant. Pourrons-nous avoir, s'il vous plaît, les coordonnées de madame Lalanne? Oui, bien sûr.
Vous pouvez les communiquer, bien sûr. D'accord, je mettrai, votre adresse mail du coup dans la présentation qu'on pourra transmettre aussi si vous en êtes d'accord, oui? Oui, bien sûr, À oui, oui. l'ensemble. OK, super, merci beaucoup. Merci. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on peut vous libérer et vous C'est remercier gentil. encore une fois, pour ce témoignage intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne continuation. Merci. Ah, Ah, il y avait oui, il y a juste une question qui arrive dans le chat, par rapport à l'établissement de l'atlas de biodiversité communale. Donc peut-être elle est partie Madame Lalanne du coup? Alors je ne sais pas si monsieur Espalivé de la mairie de Léguevin peut répondre ou sinon on pourra transmettre la question ultérieurement pour ça. Écoutez, on transmettra la question. Après, on pourra vous faire passer des éléments, en tout cas sur le ou des liens vers le projet, ABC de la commune. Donc je vous propose d'enchaîner sur, le programme de cette matinée, webinaire TEN avec, l'intervention de madame Colline Perrin de l'INRAE, donc qui va, vous parler de l'action foncière agricole et des leviers du coup vers la transition agroécologique. Je vous passe la parole. Et donc là, le partage d'écran fonctionne, mais pas en plein écran pour ça. C'est pas bien grave, hein, ce et on vous entend pas, il faudrait, ouais, désactiver le micro. Alors là, vous devez m'entendre Tout à fait, c'est parfait. et on va quand même essayer de passer en plein écran. Allez. On réessaye. Est-ce que là, ça marche? Non, toujours pas, Toujours. mais Alors, on va enlever cet écran-là. Alors, une seconde. On va réessayer comme ça. Est-ce que là, c'est bon? Ça défile pas? Vous voyez quoi là? non, on voit la diapositive, de présentation et puis sur le côté, les suivantes en petit. Non, mais ça va pas. Mais Attendez, tout à l'heure, on l'a fait, ça marchait très bien. Donc, on va réessayer. OK. Hop. Desktop. Toujours un peu pénible quand ça marche au test et que ça ne marche pas après, hein. Voilà. Là. Maintenant, c'est bon? Non, c'est toujours pareil. Attendez, il y a encore un truc qu'on peut faire généralement, c'est... Aller dans diaporama peut-être, Non, en fait, le truc, c'est que moi, je le vois en plein écran sur mon écran. Oui. Et par contre, je crois que ce qu'on peut faire, c'est que si moi, j'arrête la présentation, que je passe d'abord en plein écran, Ah oui, voilà, c'est ça souvent. ensuite, je reviens dessus. Mais du coup, il faut que j'arrive à retrouver le... Mais une fois que je suis dans ma présentation, j'ai plus Teams. Je ne sais pas comment revenir dans Teams. Bon, attendez. Teams. Et si je partageais mon bureau au lieu de partager mon... hop. Et là, dernier essai. Là, c'est bien, non? Ah, je vous entends plus. Mais j'ai l'impression que vous êtes contente, donc j'ai l'impression que ça marche. Oui, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, il y a pas de souci. C'est bon, on voit en plein écran. Merci. Donc, moi, je suis Colline Perrin, je suis chercheuse en géographie à INRAE, donc l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Je suis basée à Montpellier, dans un laboratoire qui s'appelle Innovation. Et je travaille principalement sur la question du foncier agricole. La présentation que je vous propose aujourd'hui, c'est de réfléchir à la manière dont les collectivités locales, municipalités, intercommunalités, voire des échelles de type pays, PNR, peuvent agir par l'action foncière comme un levier de la transition agroécologique. Donc j'ai bien aimé en fait la présentation qu'on vient d'avoir, parce que dans les difficultés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à plusieurs reprises, la personne de Léguevin a souligné les difficultés relatives au foncier, aux propriétaires fonciers, etc., aux acteurs multiples du foncier. Et je pense qu'effectivement,
C'est un point qui peut être un levier pour la transition, mais qui peut être aussi un blocage pour la transition. Et du coup, je pense qu'il faut s'en occuper. On peut difficilement réussir cette transition sans que la collectivité se pose des questions, essaye d'agir sur cette dimension-là, d'activer ce levier-là. Donc aujourd'hui, les enjeux autour du foncier agricole, ils sont nombreux. C'est bien sûr de préserver les terres face à l'artificialisation, c'est la première étape. Que garder les terres, c'est un enjeu majeur pour l'environnement dans un contexte de changement climatique. Mais c'est aussi un enjeu, il y a aussi un enjeu fort actuellement autour du foncier sur le maintien de l'activité agricole, notamment quand on sait qu'il y a la moitié des agriculteurs qui partiront à la retraite dans les 10 ans. Il y a un enjeu de transmission, d'accompagnement à l'installation de nouveaux agriculteurs, peut-être pas tous issus du milieu agricole. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a pas mal de collectivités qui s'impliquent sur des projets pour remobiliser des friches agricoles, faciliter l'accès au foncier pour des nouveaux agriculteurs. Mais les difficultés, elles sont nombreuses parce que y a souvent des cas où les propriétaires ne veulent pas lâcher leurs terres, ils font de la rétention foncière. Et parfois, il y a des conflits d'usage entre des usages agricoles, des usages pour les loisirs en périurbain ou d'autres. Et puis, il y a une question de prix aussi pour la reprise des terres. Donc, la France a la chance d'avoir un prix moyen de la terre agricole qui est parmi les plus bas d'Europe, et en tout cas le plus bas d'Europe de l'Ouest. Mais malgré tout, quand on doit acheter une exploitation agricole entière, c'est très cher, non seulement à cause des terres, mais à cause du bâti et de toutes les installations dans lesquelles l'agriculteur précédent a investi toute sa carrière. Et du coup, il y a aussi un enjeu qui est la gestion du bâti en fait, agricole et alimentaire au-delà du foncier lui-même. Parce que un agriculteur ne va pas pouvoir s'installer généralement s'il n'a pas accès à un bâtiment. Et en même temps, il faut répondre au premier objectif qui est en haut, qui est éviter l'artificialisation, donc arriver à faciliter cet accès au bâti sans autoriser des nouvelles constructions agricoles sur toutes les parcelles agricoles. Et enfin, cet enjeu pour lequel on est réunis aujourd'hui, qui est comment faire aussi pour favoriser cette transition agroécologique et l'alimentation locale. Donc, ce qu'on constate, nous, chercheurs, c'est qu'en fait, il y a un foisonnement d'initiatives locales autour du foncier agricole, que ça correspond à des attentes citoyennes très fortes en matière de relocalisation de l'alimentation, de préoccupations environnementales, qu'il y a aussi un volontarisme des élus qui est important, notamment dans un contexte post-Covid, et qu'aux côtés de ces acteurs-là, il y a aussi des nouveaux acteurs qui s'investissent sur ces problématiques, que ce soit des citoyens, des associations, des acteurs de l'environnement. Donc, j'ai publié un livre sur la question du foncier agricole dans une société urbaine, donc plutôt ciblé périurbain, que vous voyez s'afficher à droite. Il est en libre accès sur Internet, si ça vous intéresse. Vous pourrez aller télécharger soit le livre entier, soit des chapitres, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un enjeu d'identification des initiatives locales, d'évaluation, de partage d'expériences. Et au-delà des travaux de recherche qu'on a conduits, j'ai aussi un partenariat avec l'association Terre de Liens. Au niveau national, on a construit une plateforme web qui donne à voir plein d'initiatives foncières partout en France. Donc, vous pourrez aller voir, ça s'appelle Récolte. Il y a des fiches sur des initiatives associant des collectivités locales. Il y a une base de données avec des mots-clés. Donc, vous pourrez les repérer par mots-clés. Et l'objectif pour nous chercheurs, c'est d'arriver à comprendre pourquoi certains projets marchent mieux que d'autres, quel est leur impact. Mais il y a aussi vraiment un objectif de faire du lien entre les collectivités, parce que vous allez trouver le contact des collectivités en face si vous voulez pouvoir vous inspirer de leur démarche. Et en appui à cette plateforme, on essaye d'organiser aussi un réseau d'échanges entre collectivités sur ce thème du foncier agricole à travers un webinaire annuel, une newsletter, une chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez être tenu informé, inscrivez-vous à notre newsletter. C'est ouvert à tous. Alors moi, ce que je vais vous présenter, c'est un peu les différents volets d'action foncière des collectivités pour agir sur cette transition agroécologique. D'abord, le premier volet qu'on va voir ensemble, c'est l'urbanisme. Le deuxième, ça sera d'intervenir sur le marché foncier rural. Et le troisième, c'est faire de l'animation foncière. Donc, l'urbanisme et l'agriculture peuvent apparaître un peu comme deux mondes historiquement cloisonnés.
avec des politiques d'urbanisme à l'échelle locale et une politique agricole à l'échelle nationale, où, en fait, quand on regarde un peu l'histoire des documents d'urbanisme, bah, ce qu'on constate, c'est que les plans d'urbanisme sont souvent révisés et que on n'est jamais sûr que la terre agricole va rester classée en zone agricole. Donc, l'instabilité de ces zonages a favorisé les phénomènes de spéculation foncière, l'augmentation des prix du foncier agricole et aussi les phénomènes de rétention foncière quand les propriétaires ne veulent pas vendre, mais même pas louer leurs terres à des agriculteurs. Et que ça va favoriser ensuite une déprise agricole et des friches. Et qu'ensuite, ces friches vont être un argument pour le propriétaire pour essayer de justifier auprès de l'élu le déclassement de ses parcelles agricoles et donc l'étalement urbain. Et qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment arrivé au point où on peut arrêter ce cercle vicieux de zonage instable et de déprise agricole, en tout cas en périurbain, pour enclencher un cercle vertueux où il y a des zonages beaucoup plus stables, parce que les plus sont encadrés par des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, qu'il y a toutes les lois sur le zéro artificialisation nette, et que du coup, c'est quand même beaucoup plus facile de dire ça ne bougera pas, ou à la marge, mais l'essentiel ne bougera pas, et qu'ensuite, cette sécurité foncière, elle est indispensable pour développer des projets et une dynamique agricole. Et c'est effectivement ce qu'on constate, c'est-à-dire que sur des territoires, par exemple, qui ont délimité une zone d'agriculture, une zone agricole protégée, une ZAP, en fait, derrière, on va voir s'installer des nouveaux agriculteurs. On va voir des agriculteurs qui faisaient de la rétention foncière, qui vont accepter de louer leurs terres à d'autres agriculteurs et du réinvestissement économique sur les exploitations agricoles. C'est par exemple le cas de la ZAP de la Roque-Brussane en PACA, où il y a eu, je crois, 11 installations dans les 10 ans qui ont suivi la ZAP. Mais bien sûr, l'urbanisme, ça réglemente les constructions et pas les modes de production agricole. Donc, comment favoriser la transition vers l'agroécologie, la relocalisation de l'alimentation? L'urbanisme, il va être combiné avec d'autres outils fonciers. Mais déjà, dans l'urbanisme, il y a des choses sur lesquelles on peut faire levier. Donc, j'ai parlé des SCOT, des PLU. Au-delà, il y a donc des super zonages qui permettent de pérenniser la zone agricole sur du très long terme. C'est donc la ZAP, la zone agricole protégée, et le PAN. L'intérêt du PAN, c'est qu'en fait, il a un volet agricole et un volet environnemental. C'est la protection des espaces agricoles et naturels périurbains et qui comporte un programme d'action, ce que ne comporte pas la ZAP. Et du coup, je pense que le PAN, c'est vraiment une opportunité pour faire cette articulation entre agriculture et environnement dans le programme d'action. Et puis, je voulais mentionner un autre outil qui est l'orientation d'aménagement et de programmation, les OAP, qui peuvent être ajoutés au sein d'un plan local d'urbanisme et qui permettent de préciser assez finement les orientations par rapport à… Ça peut être par rapport à une thématique. Par exemple, il y a une OAP agricole dans le plan local d'urbanisme intercommunal d'Auxerre. Il y a des OAP qui concernent les trames vertes et bleues. Il y en a qui vont être ciblés plutôt paysage à Orléans, mais qui du coup vont inclure des choses sur les haies, sur par exemple les zones de lisière entre l'urbain et l'agricole, qui me semblent très intéressantes pour réfléchir à un urbanisme qui serait agroécologique. Là, on le voit avec l'urbanisme, la collectivité, elle se pose dans un rôle un peu de régulateur, où elle va poser des règles sur son territoire, éventuellement l'ensemble de son territoire. Donc, il y a un pouvoir d'action qui est assez vaste en encadrement, quoi. En complément, la collectivité, elle peut aussi agir sur le marché foncier. On l'a entendu dans l'intervention précédente, la collectivité, elle peut acheter des terres agricoles, éventuellement par préemption via la SAFER. Il y a beaucoup de collectivités qui ont des conventions d'intervention foncière avec les SAFER, et elles peuvent soit acheter les terres, soit proposer un portage temporaire qui permet qu'ensuite il y ait un agriculteur qui soit identifié qui va racheter. Et à ce moment-là, c'est la SAFER qui stocke, ou alors elle achète elle-même et après, soit elle loue, soit elle revend. Et au-delà des cas d'achat de terres agricoles par la collectivité, ce qu'on constate, c'est que les collectivités, elles possèdent déjà du foncier en propre, que ce soit les communes, les intercommunalités, les départements. Il y a déjà pas mal de foncier public. Moi, autour de Montpellier, j'avais fait une étude où j'avais identifié 20% de foncier public sur la moitié est du département de l'Hérault. Et du coup, je pense qu'il y a déjà à regarder
ce qu'il y a en stock de foncier public et si une partie de ces parcelles ne serait pas intéressante pour développer des projets agroécologiques. Il y a aussi un dispositif ciblé pour acquérir dans les zones de captage d'eau. Et ensuite, au moment de voir quoi faire de ce foncier public, il y a des dispositifs qui permettent de sécuriser les pratiques agroécologiques, que ce soit le bail rural environnemental, donc qui permet d'avoir des clauses spécifiques sur le plus que le fermage. Et puis, si la collectivité, elle peut aussi s'auto-contraindre avec des ORE, des obligations réelles environnementales, où là, en fait, c'est le propriétaire, qu'il soit public ou privé, qui accepte que dans son acte notarié de propriété, il y ait une dimension environnementale, soit ce qu'il doit faire ou soit ce qu'il ne doit pas faire, qui soit mentionné. Et l'intérêt de ces ORE, c'est qu'elles passent à celui qui rachète la terre. C'est comme des servitudes environnementales qui grèvent en fait la propriété elle-même. Alors bien sûr, attention, sur le foncier public, les initiatives, les projets sont souvent longs et coûteux. Au moment où on attribue ces terres publiques, il peut y avoir des sentiments d'injustice. Et puis parfois, on veut installer un agriculteur qui va faire tout à la fois, recevoir le public, faire des activités pour les écoles, etc. Et c'est pas forcément très simple pour l'agriculteur de faire tout ça au-delà de son activité agricole qui doit être viable, vivable, rentable, etc. Et du coup, je crois qu'il y a vraiment besoin d'animation foncière au-delà de l'intervention foncière en complément. Et donc là, ça va être la collectivité dans un rôle un peu de facilitateur, faire du lien entre propriétaires, agriculteurs, par exemple, en démarchant les propriétaires fonciers qui sont loin et absents, en leur expliquant que leurs terres ne vont pas passer constructibles et qu'ils pourraient les louer. Et il y a des outils derrière qui peuvent être mobilisés, comme les associations foncières, agricoles ou pastorales, qui permettent ensuite d'avoir des baux uniques entre l'association et l'agriculteur qui va s'installer dessus. Et puis, il y a aussi des leviers de type subvention, impôt foncier, taxe. Je pense notamment à l'exonération possible de la taxe sur le foncier non bâti lorsque les terres sont cultivées en agriculture biologique pendant au moins 5 ans, je crois. Et je pense que du coup, les collectivités locales, elles peuvent mobiliser ces différents aspects, mais ça demande énormément de temps, bien sûr, parce que cette action d'animation foncière, c'est des ressources humaines, quoi, pour entretenir le contact avec les différents acteurs fonciers qui ont été évoqués déjà. Et je pense que le CADELM va nous permettre de le voir plus précisément. Donc, pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est que la transition agroécologique, elle peut vraiment être intégrée, je pense, à toutes les échelles de la planification, depuis le SCOT, l'OAP, et qu'ensuite, il faut penser l'articulation entre les différentes modalités d'action que j'ai présentées. La planification urbaine, des politiques d'acquisition un peu ciblées sur quelques parcelles, ça sera forcément des petites surfaces, une politique d'animation foncière. Et puis, je voudrais revenir sur cette question de la gestion des besoins en bâtiment que j'ai évoquée en introduction. Ça aurait pu faire l'objet de toute une autre présentation, mais à ne pas oublier, puisque l'action foncière ne peut pas se penser sans cette dimension du bâti agricole. Et je pense que là, dans les collectivités, il y a un enjeu de formation, de montée en compétences, parce que ce n'est pas du tout les mêmes compétences entre l'urbanisme et l'action foncière et plutôt l'accompagnement des agriculteurs, etc. Donc, ça se fait. Il y a de plus en plus de liens, mais il y a toujours un enjeu d'interconnaissance. Faire réseau pour trouver des solutions. C'est pour ça que je trouve ça très bien qu'il y ait des webinaires comme celui d'aujourd'hui qui peuvent permettre de faire du lien. Levier pour réussir donc, ces projets fonciers locaux, je l'ai dit, il y a de l'argent qui est nécessaire, mais surtout peut-être des moyens humains et du capital social. Ce qu'on constate, c'est que les projets qui réussissent, c'est ceux qui ont au moins une personne à temps plein sur un laps de temps de 1 an, 2 ans. Ensuite, il faut articuler la démarche foncière avec un projet agricole en associant les acteurs agricoles dès le départ et puis favoriser la concertation pour décider ensemble des priorités, du phasage de l'opération. Pas vouloir faire tout de suite, mais faire des petits objectifs atteignables dans des temps qui soient compatibles avec le calendrier électoral et dire que ça va être un projet de long terme, peut-être sur 10 ans, mais qu'à 2 ans, on se donne cet objectif-là, qu'on ne soit pas trop ambitieux dès le départ, quoi. Et puis que le critère de choix, à la fois des terres sur lesquelles, par exemple, les terres qu'on va acheter ou les bénéficiaires, quand on loue des terres publiques, soit très clair, très transparent et cohérent avec les objectifs de la politique de la collectivité qui ont été annoncés au départ, pour pas qu'il y ait trop de ressentiment de ceux qui n'ont pas été choisis. Et tenir compte des sentiments d'injustice
quand on parle de foncier, ça touche à l'affect, au patrimoine, à la famille, et il y a une diversité de valeurs, de principes qui sont légitimes. Et je pense qu'il faut vraiment l'accepter, parce que si la transition écologique n'est pas juste, elle ne marchera pas. Et que du coup, c'est pas dire c'est comme ça qu'on fait, c'est plutôt ouvrir un espace pour entendre comment chacun se positionne, qui peut permettre d'avancer. Je vous remercie. J'ai essayé de tenir les 15 minutes, du coup, C'est parfait. j'ai pas été trop vite. C'est parfait, merci beaucoup. De toute façon, alors j'ai oublié de vous le dire en introduction, mais le webinaire est enregistré puisqu'il y en a certains qui ont, sollicité un replay et donc du coup, vous pourrez, re-regarder à loisir si c'est allé trop vite et aussi, reprendre les présentations où il y a tout ça. Mais, en tout cas, non, c'était très clair. Merci beaucoup, Colline, pour cette présentation. Je me tourne vers Bénédicte. Est-ce qu'il y a eu des questions ou réactions dans le chat? Alors, non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être que pour autant, certains d'entre vous veulent, en poser ou réagir, ou peut-être d'expériences, locales aussi, même s'il va y en avoir une en suivant. Alors, il y a une main qui se lève, et effectivement, donc de Brigitte Oui. Zurbax. Excusez-moi si je prononce mal votre nom. Non, non, c'est très bien. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, allez-y. Oui, voilà. Donc, nous, je suis moi adjointe au maire sur la commune de Prades et donc déléguée sur ces questions-là. Et effectivement, nous avons une politique de rachat de foncier quand c'est possible, déjà pour préserver le foncier agricole et dans la mesure du possible, essayer de remettre en place une activité agricole sur des parcelles qui sont plus ou moins frichées. Alors, une question qui est importante pour nous, surtout vu les problèmes budgétaires de toutes les communes en fonctionnement et en investissement, ça coûte très cher, même en appliquant des prix qui soient à la fois justes et en même temps qui correspondent à la réalité. Et ma question, c'est de savoir quelles sont les aides possibles pour les communes pour pouvoir racheter du foncier, parce que c'est vraiment très difficile pour nous, ça représente vraiment un très gros investissement. Alors, je ne suis pas sûre d'être la mieux placée pour vous permettre de cibler les aides, mais par contre, j'ai entendu dans la présentation de la région tout à l'heure que, par exemple, acquérir des friches pour installer un agriculteur bio, ça pouvait rentrer dans le dispositif coopération. J'ai bien noté. Mais je n'étais pas arrivée au début de webinaire, donc effectivement, je n'ai pas assisté à la présentation de la région. Et après, dans l'Hérault, je sais qu'actuellement, le département réfléchit à accompagner les collectivités qui veulent agir sur cette dimension-là, donc se rapprocher du département de l'Hérault. Nous sommes déjà rapprochés. Ok, donc le dispositif s'appelle au niveau de la région Colline, coopération. Mais j'ai cherché après sur Internet, je n'ai pas trouvé la page. Donc si dans le Madame Régal, si vous pouviez mettre un lien, ça serait super. Alors, c'est un nouveau dispositif qui sera mis en œuvre au deuxième semestre 2023, puisque du coup, la nouvelle programmation PAC commence. C'est pour ça que le lien n'est pas encore accessible pour pouvoir y accéder. Cependant, on finance la mise en œuvre du programme d'action. Donc, c'est le temps de personnel qui est financé. D'accord, donc ce n'est pas de l'acquisition l'investissement et notamment pas de l'acquisition foncière. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt de remobilisation de foncier public, parce que l'acquisition foncière, c'est forcément des toutes petites surfaces, surtout en périurbain comme chez vous à Prades-le-Lez, et ça coûte extrêmement cher. Et ça pose même des questions sur la légitimité de l'argent public derrière, quand après les électeurs savent les montants investis, etc. Donc pour moi, c'est à penser en complément avec d'autres actions en fait. Oui, que nous menons également, mais effectivement, nous ne sommes pas un gros propriétaire foncier en termes des parcelles agricoles. Et c'est vrai que pour développer un projet, à un moment donné, on se retrouve aussi à acquérir des parcelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, surtout pour les préserver et éviter qu'elles ne deviennent des terrains de loisirs ou simplement qu'elles soient engrangées dans l'espoir des acquéreurs de les voir un jour devenir constructibles, même si c'est complètement utopique vu leur situation. Voilà. Puis bon, elles sont quand même rachetées au prix agricole, elles ne sont pas achetées au prix du bâti, enfin des terres constructives. Donc, c'est pas, voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses. Alors, il y a une question dans le chat et puis une main levée,
me semble-t-il, de la mairie d'Elne. Alors, dans le chat, il y avait une question, il me semble que ça a été un petit peu évoqué, mais peut-être que vous pouvez apporter des compléments sur le besoin de médiation lié au foncier. Voilà, c'est vrai que ça peut générer, vous disiez, un certain nombre d'émotions, c'est un sujet parfois un peu délicat, qui peut même amener certaines tensions. Et donc la question, c'était savoir s'il y avait des médiations prévues dans ce dispositif. Alors, je ne sais pas à quel dispositif exactement, sur quel dispositif porte la question, mais voilà, c'est vrai que c'est un point important. Je pense que c'est ce que j'ai évoqué comme animation foncière. Et donc, cette animation foncière, elle peut être faite par la SAFER, mais elle peut être faite aussi par la collectivité locale s'il y a des moyens humains pour le faire. Et du coup, là, tout repose sur voilà, les moyens humains. Donc, j'ai entendu que du coup, peut-être c'est le dispositif coopération qui est entendu qui est dans le chat là. Et à ce moment-là, si ça peut financer du temps de personnel de la collectivité qui ferait ça, ça peut être intéressant. Mais effectivement, je pense que il faut vraiment anticiper ces tensions. Que si on les anticipe pas avant même démarrer l'action foncière, on risque de se heurter à un mur parce que sur le foncier, il y a forcément des tensions, que ce soit des tensions entre voisins, internes aux familles, parce que c'est en indivision, etc. Et je pense que peut-être que l'exemple d'Elne pourra permettre de l'illustrer. Oui, mais justement, la mairie d'Elne avait levé la main, donc vous laissez la parole si vous vouliez réagir par rapport à ça, je sais pas. Oui, parce qu'en fait, par rapport à notre collègue de Prades, on a les mêmes problèmes. Et souvent, on peut faire du portage, on peut faire plein de choses, mais on se heurte un peu à la réalité, qui est le temps qu'on fasse du portage, il faut trouver des porteurs de projets. Porteurs de projets très compliqués à trouver, parce que souvent, pour s'installer en agriculture, si tu n'as pas un billet de 40 ou 50 000 euros devant toi, c'est quand même compliqué. Et je parle au bas mot sur des petites surfaces diversifiées en maraîchage. Bien souvent, on a des jeunes qui ont du mal à tenir sur la durée parce que tu n'as pas trop d'argent, tu démarres par le maraîchage, mais c'est un des métiers de l'agriculture souvent le plus complexe et le plus fatigant aussi, qui ne te donne aucun répit. Je suis maraîcher de métier, en diversifié, donc je sais ce que c'est, en reconversion, après un peu néo-rural, là, on va dire. Et donc, je vois beaucoup de confrères autour de moi qui périclitent. Et puis derrière, on sent que s'il n'y a pas le pouvoir législatif, nos députés, nos politiques vont pas prendre les choses en main et ne changent pas les choses sur donner peut-être plus de pouvoir à la SAFER, bloquer vraiment les terres agricoles, ne pas pouvoir vendre des terres agricoles à des particuliers qui derrière, nous, après, on doit se gérer des problèmes, des gros problèmes par la suite. Cabanisation, des problèmes de feu. Le jour qu'on a une inondation, si on est en bord de répressive de rivière, c'est notre maire qui est mis en porte-à-faux s'il y a éventuellement des problèmes comme ça. Donc tous ces problèmes-là, le problème c'est que si on n'arrive pas au niveau législatif à mettre quelque chose en place, derrière nous, communes, on se trouve vraiment confronté à de gros problèmes, quoi. Donc, que faire? Sur la question de la cabanisation, la difficulté, la SAFER, elle a vraiment cette mission d'éviter la vente des terres agricoles à des non-agriculteurs. La difficulté, c'est que la SAFER n'est pas censée stocker les terres agricoles. Il y a des SAFER qui ont fait faillite parce qu'elles avaient trop acheté. Et du coup, maintenant, les SAFER, elles vont préempter les terres, elles vont bloquer les achats que si elles ont un repreneur agricole ou une collectivité derrière pour les soutenir. Donc là, ça renvoie à la question de Madame Zurbach qui est, nous, on aimerait bien éviter la cabanisation, mais on n'a pas les moyens d'acheter. Donc, ce qui s'était fait dans l'Hérault, ce qui s'est fait dans l'Hérault, c'est des schémas d'intervention foncière associant les acteurs publics, communes, départements, conservatoires du littoral, SAFER, pour préciser qui va préempter sur quelle terre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cartographie en disant, par exemple, sur telle commune littorale, tout ce qui va être en bord d'étang, ça va être le conservatoire du littoral. Les espaces qui peuvent être attachés aux espaces naturels sensibles, c'est le département qui mettra la main à la caisse. Et quand ça sera plutôt vraiment au milieu de la zone agricole, ça sera la commune via la SAFER. Et donc, il y a une répartition où on sait déjà qui est l'acteur public en première ligne. Et ensuite, il y a des questions de montant financier derrière. Donc, ce qu'on voit, c'est que les communes qui agissent depuis longtemps en préemption contre la cabanisation ont réussi à maintenir des prix du foncier agricole bas à 1 euro, 2 euros le mètre carré, qui permettent ensuite d'intervenir. Et qu'en revanche,
quand ça ne fait pas 10, 15 ans que la commune intervient, les prix ont monté, en périurbain en tout cas, et qu'après, c'est extrêmement difficile de démarrer, quoi. Mais c'est exactement ce qui se passe sur notre commune. Alors, on a mis les choses en place. Aussi, on a passé une délib il n'y a pas longtemps pour que les parcelles agricoles ne soient pas indivisibles, parce que sinon, c'est trop facile. On a beaucoup notamment des gens du voyage qui ont acheté des parcelles et qui l'ont divisé par 10 pour pouvoir se sédentariser. Et derrière, ça crée des gros dysfonctionnements dans notre secteur. Alors, on ne stigmatise pas une communauté, tout ça, mais c'est la réalité du terrain, c'est ce qui se passe actuellement. Et donc, comment faire pour régler tout ça? Et puis, moi, je vois, on va préempter une parcelle sur une zone, on va dire, écologique, pour faire une sorte de petite prairie humide. Là, cette caractéristique-là. Et puis, eh ben, voilà, on a l'aide, en bataillant un peu, on va peut-être avoir une aide de 20 000 € au conseil départemental et c'est fini pour l'année. Et derrière, on a, je ne sais pas combien de demandes d'achat et tout le reste, peut-être 40, 50, 60 parcelles. On a l'impression qu'on n'arrive pas à endiguer le phénomène et si vraiment on n'a pas un gros coup de pouce des institutions, que ce soit au niveau législatif ou au niveau financier, ça va être compliqué de mettre en place des stratégies de souveraineté alimentaire de territoire, de maintenir des terres à bas prix pour installer des jeunes ou des exploitations qui voudraient un peu se développer. Voilà, c'est très très compliqué actuellement. Alors, il y avait dans le chat des réactions du côté de CanOS sur des dispositifs existants pour remettre notamment les parcelles incultes à disposition d'exploitation. Est-ce que vous pouviez juste expliciter ce que c'est MVTI public, peut-être? Mise en valeur des terres incultes et manifestement exploitées. Donc, c'est remobilisation des friches. J'ai fait une présentation assez rapide. Je ne vous ai pas présenté. Il y a plein de dispositifs différents qui existent sur le foncier. La commande était vraiment d'axer sur agroécologie, de ne pas vous présenter tous les dispositifs fonciers, mais bien ceux qui peuvent faire levier pour une évolution des pratiques. Et puis, effectivement, il y a aussi les procédures d'aménagement foncier, agricole, forestier, environnementaux aussi, qui peuvent permettre aussi d'améliorer les conditions d'exploitation et voir si la commune elle a aussi un peu de foncier, même pas forcément strictement agricole, mais ça peut permettre aussi de regrouper des terres et d'aider aux installations. Et puis, il y a une intervention de la commune de Thoreil, qui dit donc avoir pu maintenir le prix du foncier entre 1,5 et 2,5 € avec une politique agricole menée depuis plus de 20 ans. Et donc, comme quoi le budget annuel pour la commune pour les achats fonciers est de 40 000 €. Alors, merci pour toutes ces interventions, questions. Vu l'heure, je vous propose de poursuivre du côté d'Elne pour pouvoir présenter votre expérience, ou en tout cas continuer de compléter sur le sujet. Je vous laisse partager votre écran et donc avec une présentation d'une dizaine de minutes. Merci. C'est ça. Bon, bah, allez, et c'est parfait. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis André Trive, je suis responsable au conseil municipal à l'agriculture. Et agriculteur. Et agriculteur de métier en agroécologie. Annie Pesin, je suis élue à la transition écologique. Voilà. Et on bosse évidemment ensemble. Alors, on va vous parler plutôt d'exemples concrets de ce qu'on fait depuis 3 ans. Avec une politique, et je pense que c'est un mot important qui n'a peut-être pas été trop prononcé jusqu'ici, une politique engagée dans la transition écologique et agroécologique. Tu passes à la suivante. Alors, ça ressemble assez à Léguevin en termes de nombre d'habitants et de territoire. C'est une commune qui est située dans une plaine alluviale très riche et qui a une histoire agricole plurimillénaire. Qui remonte au moins au néolithique, donc les premiers agriculteurs. La commune qui a fait sa richesse sur l'agriculture
a connu une déprise agricole au cours du milieu du XXe siècle et depuis, avec un effondrement de cette activité et un abandon vraiment total d'une très grande surface agricole qui est aujourd'hui en friche depuis des décennies. On en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, la municipalité que nous représentons croit vraiment à un renouveau possible avec plusieurs priorités. Préserver la ressource en eau dans notre département cette année, ça va être un enjeu terrible. Protéger la biodiversité, développer de nouvelles pratiques agricoles, favoriser les circuits courts et surtout, encourager la participation citoyenne dans toutes ces démarches. Alors, le département des Pyrénées-Orientales est aux manettes de la création d'un PAEN intercommunal dans lequel notre commune s'est engagée. Donc, vous voyez en bleu clair toutes les surfaces qui devraient être protégées dans ce cadre-là. Voilà, ça représente à peu près 95% de notre territoire. Donc voilà, l'idée maintenant, c'est de faire le point, et notamment avec des partenaires comme la Chambre d'agriculture, les CIVAM, et puis les lycées agricoles aussi, de leur dire, voilà, nous, le territoire, maintenant, il se veut agricole et nourricier. On travaille sur un plan d'autonomie alimentaire. Donc, appuyons-nous sur ces dispositifs-là. Voilà. On s'est aussi engagé dans un atlas de la biodiversité communale, donc raccourci à 2 ans, on est dans les 6 derniers mois. Mais pour la commune, c'est un outil complémentaire. Donc, il y a 2 objectifs: recenser le potentiel biodiversité du territoire pour orienter nos politiques publiques dans la reprise de terrains agricoles, et puis le travail sur toutes les trames. Et également, encore une fois, sensibiliser la population à tous ces enjeux par tout un tas d'activités sur lesquelles on les sollicite. André? Donc, nous, l'objectif depuis le début, c'était vraiment de revégétaliser la ville et une ceinture autour de notre village. Et puis, on a mis en place ces dispositifs avec l'aide d'associations et de citoyens. Pour nous, c'était impensable qu'on ne puisse pas intégrer le monde associatif et citoyen dans ces projets. Et on s'est bien rendu compte que ces 2 maillons de la chaîne étaient hyper importants. Donc nous, on s'est appuyé sur l'association Arbres et Paysages 66, qui est, on va dire, l'acteur principal sur toutes les questions d'arbres hors forêt. Ils sont notamment accompagnés en grande partie par la région et le conseil départemental. Et donc nous, l'objectif, c'est d'ici la fin du mandat de mettre les 10 km de haies sur notre zone aux périphéries. Donc là, pour l'instant, on a réussi à faire les 5 premiers kilomètres. Et donc les plantations, la pose de paillage, l'installation au préalable des gouttes à gouttes, tout ça se font par les citoyens. Et donc on met en place des ateliers pédagogiques au cours de ces plantations, ce qui permet aussi de faire un transfert de savoir aux familles du village, et pas que, il y a pas mal de personnes de l'extérieur aussi qui sont venues se former sur cette thématique. Depuis 3 ans, en collaboration avec Arbres et Paysages, mais aussi l'association Slow Food, l'idée c'est de créer des projets de la terre à l'assiette. On a lancé les rencontres de l'agroécologie, auquel vous êtes tous invités cette année. Voilà, qui se fera début décembre. Cet après-midi, d'ailleurs, on va peaufiner le programme. Donc, l'idée, vraiment, c'est d'amener de la technicité sur le territoire, d'amener les pionniers de l'agroécologie en France sur notre territoire. Et donc, sensibiliser, mais aussi permettre d'amener de la technicité, parce que l'agroécologie, c'est pointilleux. On parle de non-travail du sol, on parle d'activité biologique des sols, donc c'est beaucoup de connaissances qu'il va falloir apporter.
Et puis, ce qu'on essaie de démontrer, et ce sera le temps fort de cette année, c'est que l'agroécologie, d'un, c'est rentable et plus que rentable. Et là, on ramènera des professionnels et des ingénieurs sur le sujet, techniciens, qui pourront le démontrer. Mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure au cours de mon intervention, bénéfique pour tout le monde parce qu'enfin, on va pouvoir recharger nos sols, nos nappes phréatiques. On va pouvoir mettre cet humus en surface qui est pour nous plus qu'important, surtout en zone méditerranéenne, car c'est une super éponge et un rétenteur d'eau. Et je tiens à signaler que si d'ici la fin mars, dans les Pyrénées-Orientales, il ne tombe pas 250 mm d'eau au minimum, ce sera des coupures d'eau au robinet dès le mois de juin et le monde agricole est plus qu'en danger. Donc, c'est un sujet. C'est un sujet qui est très, très important pour nous cette année. Il faut savoir que sur les Pyrénées-Orientales, cette année, il n'a pas plu, enfin sur 2022, il n'a pas plu plus de 300 mm d'eau. C'est catastrophique. Il a plu plus à Tunis qu'à Perpignan cette année. Donc, il va falloir... nous, aujourd'hui, on a toutes les retenues qui sont vides, Vincent vide, les bouilleuses vides. Il a neigé sur les Pyrénées ces derniers temps, mais ce n'est pas ces précipitations-là qui font aujourd'hui qu'on peut se dire que l'été est sauvé. On est encore en restriction sécheresse. C'est la première année, au 31 décembre, on était encore en restriction sécheresse. Donc, je peux vous dire que c'est tous des sujets qu'on veut essayer de développer et amener la technicité pour pouvoir sortir de l'eau dans quelques années et transmettre un territoire beaucoup plus résilient à nos enfants que ceux qui nous a été légués. Voilà. On est présent dans le projet alimentaire Marimount, donc c'est le PAT porté par le pays Pyrénées-Méditerranée. Donc là, il y a un diagnostic qui a été mis en place par la Chambre d'agriculture, le pays Pyrénées-Méditerranée conjointement. Donc, on sent que ce pays a un gros potentiel parce qu'il y a une diversité de terroirs par le fait aussi qu'on est proche de la barrière pyrénéenne, mais aussi près de grands fleuves. Et donc, que ce soit de l'élevage jusqu'à la production de fruits, la céréale et tout ça, on sent que tout est possible. Donc, créer une résilience sur le territoire, ce n'est pas complètement fou de dire qu'on peut y arriver. Seulement, on a encore quelques problèmes et je pense que c'est lié à l'agronomie, des terres qui sont très très fatiguées. Et donc, lancer un PAT sans prendre en compte les problèmes de méthode et on va dire de fertilité des sols, c'est très compliqué. Donc nous, à ELN, on essaie de vraiment traiter cette thématique et la mener autant qu'on le peut sur le devant de la scène. On a lancé, cet été, on a fait venir deux experts sur l'autonomie alimentaire des territoires qui s'appellent François Rouillet et Sabine Becker. Ils nous ont mis en place une feuille de route. Et donc, bien sûr, on peut améliorer l'autonomie alimentaire des territoires par l'appui des professionnels, tout ce qu'on a vu un peu auparavant et tout ça. Mais nous, aujourd'hui, on essaye aussi de gagner des petits pourcentages d'autonomie alimentaire et répondre à d'autres problématiques. Et donc, on a lancé ce dispositif qui s'appelle ELN Ville Jardin, qui table sur plusieurs paramètres. C'est un, l'apprentissage de l'agroécologie au plus grand nombre. Deux, c'est réintroduire en milieu urbain du paysage comestible. Et deux, c'est désimperméabiliser les sols au maximum et en intégrant du végétal comestible. L'idée vraiment, c'est de faire comme il se passe en Allemagne, c'est de créer des villes éponges, on appelle ça, et donc recharger nos nappes phréatiques en passant par le secteur urbain. Et donc, il faut qu'on joue sur les deux tableaux sur ces thématiques-là. Donc, comme vous pouvez le voir, la thématique de l'eau, pour nous, c'est vraiment plus qu'important. On a lancé aussi, toujours dans la même dynamique, la production sur des zones qui étaient complètement délaissées. Et on a, donc là, c'est devant le groupe scolaire Françoise Dolto, une forêt nourricière. Donc voilà, ça rentre dans ce qu'on appelle une ZAN, une zone d'activité nourricière. L'objectif, bien sûr, c'est que les enfants et les citoyens puissent
profiter de ces espaces nourriciers. Ils sont agréables et ils sont aussi pédagogiques. Et donc, ça, c'est très, très important qu'on puisse développer chaque année une zone comme ça dans notre village. Et cette année, ce sera l'autre école primaire du village qui va profiter d'une forêt nourricière. Et donc, on s'appuie toujours sur des experts. Et là, en l'occurrence, c'était des experts qui venaient de la région d'Alicante en Espagne, qui sont soumis vraiment à des gros problèmes de sécheresse en climat méditerranéen, qui sont venus nous apporter les connaissances sur notre territoire. Et puis là, c'est ce qu'on a mis en place dès qu'on a été élu. On s'est appuyé encore une fois sur l'association Arbre et Paysage. Et donc, on a lancé le projet Arrancade du futur. Arrancade, c'est catalan et ça veut dire jardin ouvrier dans notre village. Et donc là, l'objectif, c'est que pendant 9 mois, les familles vont pouvoir se former au jardinage agroécologique sur des parcelles test. Ils vont apprendre sur format théorique, pratique et sur 2 volets. Le premier volet, c'est sur la régénération des sols. Donc voilà, comment on va faire pour ramener de la fertilité, de l'activité biologique dans nos sols pour derrière en tirer une alimentation la plus saine et la moins, on va dire, problématique sur les intrants. Voilà, et comment et comment produire aussi à bas coût, parce qu'on voit trop souvent des personnes qui se ruinent dans leur jardin. Donc là, on développe pas mal de thématiques sur comment produire à bas coût. Donc ça se fait beaucoup sur la partie hivernale. Et puis, arrivé au printemps, on passe sur de la production d'été. Et à la suite de ce cursus, les familles qui se sentent, parce qu'ils auront pu partager, alors c'est toujours à peu près une douzaine de familles du village, puis on a quelques personnes extérieures qui s'intéressent au sujet qui viennent aussi. On leur octroie donc, au bout des 9 mois, un jardin familial de la commune. Il faut savoir qu'à Elne, on a 350 jardins familiaux. Et donc, en fait, ça permet de ramener du savoir-faire et de rendre les familles le plus résilientes que possible. Voilà. Bon, on n'a pas vraiment préparé de conclusion, mais moi, je voudrais dire que ça a l'air de partir dans tous les sens, mais à la base, il faut une volonté politique. Là, je m'adresse aux élus qui nous écoutent. Il faut absolument essayer d'associer les citoyens à toutes les étapes et il faut surmonter des obstacles administratifs. Voilà. Mais il faut y aller. On sent que la motivation, c'est vraiment le gros moteur. C'est vrai que nous, élus, on est omniprésents dans notre commune, même si à côté, on a notre travail. Et je peux vous raconter qu'un métier d'agriculteur, c'est pas facile au quotidien. Mais voilà, la motivation fait qu'on suit les dossiers, on les fait avancer. Il y a des projets qui arrivent à sortir de là. Et puis, il faut aller plus haut, quoi. Il faut aller titiller les intercos, il faut aller voir notre préfet, il faut aller voir tout le monde pour que tous les acteurs ensemble puissent se mettre autour d'une table et avancer. Et c'est comme ça qu'on arrive à développer une autonomie alimentaire de territoire. Et sur elle, on a pris le bon bout. Et le travail qu'il y a devant nous est colossal. Mais bon, il ne faut pas lâcher. Et on voit que petit à petit, nos communes vont vers le meilleur. Voilà. Et pour ceux qui voudraient venir voir sur le terrain, ben les prochaines rencontres, ça peut être l'occasion voilà, tout à fait, ouais. d'une découverte. On parlera sur les prochaines, il y aura table ronde, on parlera de résilience alimentaire de territoire. D'eau. Et on parlera d'eau, bien sûr, aussi. Et on parlera vraiment beaucoup d'agroécologie qui, à mon sens, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'appuie beaucoup sur ces technicités. C'est ces technicités qui, pour nous, déjà en climat méditerranéen, vont régler beaucoup de problèmes, mais je pense que globalement, sur tout le territoire de l'Occitanie, l'agroécologie est la solution. Voilà. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous envoyer les informations sur ces rencontres qu'on pourra nous aussi, à l'échelle de l'ARB, relayer largement si vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a des mains levées. Oui, il n'y avait pas forcément de questions dans le chat, mais par contre, effectivement, des mains levées. Donc, Monsieur Jean Quechelin, si je prononce bien votre nom. Oui, tout à fait. En fait, il n'y a pas de questions dans le chat parce qu'on n'a pas le chat. Ah, vous n'avez pas le
Tout le monde n'a pas le chat, parce qu'il y a eu des questions, mais... C'est pas grave. Non, je vous en prie, allez-y. Peut-être s'exprimer directement. Bien. En fait, moi, j'ai un souci, c'est les ressources humaines dans la collectivité. Parce qu'en fait, comme ça a été soulevé là, je crois, dans plusieurs interventions, les questions réglementaires et juridiques, tous les acteurs du secteur agricole, c'est pas du tout, en tout cas nous, en commune périurbaine, c'est pas du tout le profil des agents de la collectivité. Et on a zéro compétence en fait. Moi, je suis ingénieur agro, donc je suis plus compétent, mais après, j'ai aucun relais. Je sais pas faire. Je sais pas faire. Soit je fais le dossier moi-même et je le suis de bout en blanc, mais c'est impossible sur toute l'envergure d'un dispositif. Je trouve que peut-être ça pourrait être quelque chose au niveau de la formation pour la région qui pourrait se mettre en place. Parce qu'on a des agents qui sont motivés, parce qu'ils sont comme les citoyens, ils ont envie de faire quelque chose. Et c'est pareil, ils n'ont pas du tout les outils. Nous, on s'est doté d'un cadre, alors pas aussi vite que nous en rêvions, mais ça va faire 1 an. Et c'est vrai que voilà, avoir de la technicité en interne, ça facilite notamment le montage de dossiers ou le suivi, s'affaire, etc., etc. C'est sûr. Après, c'est vrai que alors, il a mis 2 ans avant d'arriver, ce cadre. Et puis, nous, élus, c'était soit on était en train d'attendre et regarder le train passer, soit on y allait. Et en fait, avec Annie, on a pris les dossiers de subvention et on a fait le rôle de technicien, quoi. Donc, on a été élu et technicien pendant 2 ans. C'est très, très grosse charge de travail, c'est monstrueux. Mais les projets qui sont sortis là aujourd'hui, qui ronronnent maintenant, c'est des projets où on est allé chercher les subventions tous les deux. Alors, c'est très, très compliqué, même vis-à-vis d'autres techniciens en interne qui se demandaient, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Ils sont élus et en plus, ils deviennent techniciens. Mais en même temps, si on voulait arriver à mener les projets à bien, il y avait le peu de moyens que nous, on a dans la commune, à l'époque, on a dû faire ça, quoi. Donc, et puis, on a reçu. Non, mais tout à fait. Hein, moi, c'est aussi mon expérience. C'est que c'est dur, hein. Sur des parties, donc sur TEN et sur la partie jardin partagé, c'est ce qui s'est passé. Et en plus, c'est pas facile avec les services parce que, comme vous dites, ils ont l'impression qu'on prend leur rôle. Ouais, c'est ça. Et donc, ça rend les choses très, très, très compliquées. Mais en même temps, voilà, si on ne peut pas attendre de recruter une personne parce que c'est plusieurs années. Et ne serait-ce ça passe vite. Ça passe vite, le temps de déposer un dossier, etc., etc. Et donc voilà, c'est un peu un signal que je voudrais lancer. Alors, il y a Manon qui avait levé la main aussi, mais juste avant pour vous répondre directement, sachez que nous, au niveau de l'ARB, on peut aussi vous appuyer pour aider à ce développement des compétences, à cette autonomisation quelque part des agents en interne des collectivités. Donc voilà, il ne faut pas hésiter aussi, on peut essayer de vous appuyer, de doter les agents si besoin d'un certain nombre de ressources et de les accompagner pour développer les compétences dans ces domaines, quoi. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter puisque voilà, c'est vraiment partie de nos missions que d'appuyer, d'accompagner les porteurs de projets et d'essayer de permettre cette montée en compétences. Et je passe la parole du coup à Manon. Merci. Enfin, moi, je voulais revenir sur notre échange de tout à l'heure pour dire qu'il est vraiment important de ne pas opposer les agricultures. Là, on a bien compris que vous défendiez l'agroécologie sur votre territoire. On voit parfois aussi dans des pratiques agroécologiques des utilisations d'herbicides pour compenser du non-travail du sol. Donc, il y a différentes pratiques, enfin, il y a beaucoup de termes derrière agroécologie qui peuvent se retrouver. Okay, voilà. Il y a différentes approches là aussi. Il y a des choses Attendez, je vous coupe intéressantes 2 dans secondes. plusieurs approches. C'est agroécologique bio, hein. On n'est pas là, agriculture de conservation, tout ça. On va vraiment sur les bienfaits de l'agroécologie. Et vous l'avez bien entendu, où on remet de l'eau dans nos nappes, on remet de la biodiversité dans le système et on crée une alimentation peu coûteuse en intrants, hein. C'est vraiment ça que nous cherchons, hein. Voilà. J'ai bien entendu que vous aviez cette approche globale sur votre commune, mais je fais l'alerte aussi pour les autres personnes qui sont là pour dire que voilà,
derrière l'agroécologie, il peut y avoir plusieurs termes. Il y a aussi des vigilances à avoir dans toutes les dans les propositions qui peuvent être faites. Et effectivement, on vous rejoint, la démarche que porte la région, c'est bien de concilier les deux et d'améliorer le cahier des charges bio avec des pratiques agroécologiques, même si globalement les producteurs bio sont quand même plus sensibles à ces pratiques de conservation, de couverture des sols. Et d'autres. Et donc, voilà, de trouver par la conciliation des pratiques agroécologiques, de l'agriculture bio et de la consommation en local, un petit peu l'équation qui permet de répondre à tous les enjeux qu'on connaît aujourd'hui sur nos territoires. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Les mains sont restées levées, peut-être ce sont les anciennes interventions, mais si, toutefois vous n'avez pas, d'autres, réactions, je vous propose du coup qu'on clôture ce webinaire avec un bon quart d'heure de retard, puisque, bon, on a eu des informations et des interventions très complètes, très intéressantes. Je vais vous proposer du coup dans le chat, un petit questionnaire d'évaluation. Si vous pouvez prendre le temps d'y répondre très rapidement. Il y a 4 questions, QCM. Et puis, je vous propose donc de vous transmettre, en suivant à la fois tous les supports d'intervention, tous les diaporamas avec les contacts à retrouver, ainsi que le replay donc du coup, que vous pourrez aussi diffuser, transmettre, il y a pas de souci. Et merci encore, pour votre participation à tous. Un merci particulier aux intervenantes et intervenants. Et je vous souhaite un bon appétit et à bientôt donc Merci. pour les webinaires TEN. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir et très bonne journée.